Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter de René Descartes, philosophe célèbre, connu du monde philosophique et aussi personnage assez particulier de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des Lumières. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois une enseignante qui deviendra certainement une habituée de nos podcasts, Solange Gonzalez. Bonjour Solange. Bonjour Parnell. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de venir ici, de discuter avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres, docteur en philosophie et agrégée aussi en philosophie. Alors, très rapidement, pouvez-vous nous présenter, nous faire une brève présentation de ce personnage célèbre, René Descartes? Célèbre, bien sûr, parce qu'il est assez connu. Il y a, contrairement à beaucoup d'autres philosophes, il y a des philosophes, des auteurs que l'on ne connaît que de nom. Descartes, quand même, on pense, il y a une université Descartes, Paris Descartes, il y a des écoles, des établissements. C'est quand même un nom assez célèbre. Donc, qui était-il en fait? Alors, je vais être très très rapide, hein, je vais aller à l'essentiel. Bon, il faut préciser donc que c'est un philosophe du début du XVIIe siècle. Oui. Il est né en France, mais il a passé la plus grande partie de sa vie en Hollande, où il est parti vivre volontairement, et sans doute pour des raisons qui étaient liées à sa tranquillité. Il voulait préserver sa tranquillité, il voulait pouvoir faire ses expériences, tout d'abord, ses expériences dans le domaine de la... Alors ici en France, il n'était pas tranquille? Ah, non, je pense qu'il n'était pas tranquille parce que il était, la vie de l'époque était soumise à des nécessités de réunion, d'une vie mondaine comme ça, à laquelle il souhaitait. Puis alors évidemment, je passe sous silence, mais je ne devrais pas. Dans cette vie mondaine et philosophique, il y avait également des querelles possibles, hein, des querelles qui pouvaient être très virulentes, et notamment avec des théologiens. Et donc, voilà, Descartes voulait se mettre à l'abri de tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas tout à fait réussi parce que des querelles, il en rencontrera toute sa vie, et notamment avec des théologiens protestants qui ne l'ont pas, enfin, comment dire, qui l'ont bien embêté, quoi. Oui. Et voilà, donc ça a été un demi-succès que cet exil, mais quand même, ça lui a permis de donner les ouvrages qu'on peut lire de lui. Et voilà. C'est très rapide, mais je vais peut-être préciser des petites choses après. D'accord. Alors un petit retour aussi sur le contexte. On connaît Descartes comme un révolutionnaire. Lui-même, il s'est voulu comme quelqu'un qui allait révolutionner la philosophie. Alors c'est un projet assez ambitieux, voire même prétentieux. Mais pourquoi a-t-il nourri un tel désir en fait? S'est-il aperçu qu'il manquait quelque chose à la philosophie à son époque et que lui pouvait apporter sa pierre à l'édifice? Ou était-ce juste un projet ambitieux ou prétentieux? Alors, ambitieux sûrement, prétentieux, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il pensait que quelque chose n'allait pas dans la philosophie de son époque. La philosophie de son époque, c'était la scolastique, Oui. c'est-à-dire la philosophie d'Aristote revue au prisme de la théologie, donc par saint Thomas. Et donc, comment dire, ce qui ne convenait pas à Descartes, c'est tout d'abord sur le plan de la connaissance scientifique que ça se joue, avant toute chose. Donc Descartes, il a eu une formation assez exemplaire. Il a suivi l'enseignement au collège de la Flèche, qui est un collège jésuite et qui est un excellent établissement scolaire de l'époque. Et il y reçoit un enseignement mathématique de très haute qualité. Également un enseignement, disons, plus vaste sur le plan de ce qu'on appelle la philosophie naturelle à l'époque, qu'on pourrait appeler de nos jours la physique. Mais voilà, il avait des professeurs qui étaient au courant des dernières découvertes les plus récentes, notamment celle de Galilée, et qui les enseignaient en temps réel, je pourrais dire, enfin,
directement donc à leurs élèves. Donc on peut imaginer quelqu'un, je dirais un enfant qui était sensible qui avait un goût pour les sciences et notamment pour les mathématiques. Mhm. Et c'est ça qu'il a découvert là-bas notamment et qui lui a beaucoup plu. Et donc le raisonnement mathématique est resté pour lui une sorte de modèle, d'idéal, qui permet d'accéder au vrai en ayant le sentiment d'y accéder parce qu'on le perçoit de façon évidente, Mhm. avec grande certitude. Et cette certitude, elle se délaye un peu dans les autres domaines qu'on lui enseignait, en théologie, évidemment, en philosophie. Et donc il forme, et c'est là, pour le coup, qu'on retrouve son ambition, il forme le projet de réformer l'ensemble des connaissances, sur le modèle du raisonnement mathématique qui permet donc d'accéder à des certitudes. Voilà, donc il a ce projet-là et c'est vrai que c'est assez révolutionnaire pour des tas de raisons que je ne peux pas préciser là dans le cadre de ce podcast, mais c'est une vraie rupture avec ce qui précède, puisque les mathématiques n'étaient pas de ce monde en quelque sorte pour la scolastique. Elles n'étaient pas applicables au monde physique. Voilà, donc oui, c'est révolutionnaire, c'est très ambitieux. D'accord. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Descartes, il est assez connu. Et tout à l'heure, justement, avant de venir enregistrer ce podcast, je disais à quelqu'un que j'allais enregistrer un podcast sur Descartes et la personne m'a directement dit, je pense donc je suis. Alors, c'est, je pense, le fameux cogito ergo sum de Descartes, c'est une formule assez célèbre. On connaît cet auteur principalement à cause de cette citation que l'on a tous apprise à l'école, au lycée, mais c'est aussi l'une des citations les plus célèbres de la philosophie. Alors, parfois on la cite sans trop bien comprendre ce qu'elle signifie, mais au fond, que signifie vraiment ce fameux je pense donc je suis? Et pourquoi pense-t-il que le simple fait de penser, en fait, ça définit un peu, si vous voulez, notre existence? Oui, alors ça définit pas notre existence à nous en tant qu'être humain, hein, Oui, ça une définit notre pensée, certitude. voilà, l'existence de notre pensée. Alors, donc, le point de départ, c'est que il veut fonder donc cette science qu'il espère universelle, qui est capable donc de répondre à toutes les questions et de permettre de connaître tous les phénomènes. Il espère faire ça, mais et cette fondation, elle est forcément d'ordre métaphysique. Donc Descartes fait de la métaphysique pour pouvoir pour donner un fondement assuré et une bonne fois pour toutes, je prends une de ces expressions, Oui. à la science. Et la métaphysique, elle commence nécessairement par fonder la possibilité même de penser, donc il faut pouvoir établir l'existence de la pensée. C'est l'objet du cogito, c'est l'objet de ce raisonnement qu'on appelle le cogito. Et vous avez raison, c'est à la fois la thèse de Descartes, enfin le syntagme de Descartes le plus connu et le moins bien compris. Mhm. Parce que la formulation cogito ergo sum est absolument trompeuse et elle est rare en fait. C'est pas la forme principale que ça prend le cogito chez Descartes, parce qu'en aucune façon il ne s'agit d'un raisonnement. Mhm. Alors, le ergo de l'expression, le donc peut mener à ça, peut faire croire que c'est un raisonnement, mais c'est un malentendu. En fait, c'est une véritable expérience que chacun d'entre nous peut faire et doit faire sans doute. C'est une expérience qu'on pourrait traduire comme une expérience, comme une position dans l'être. C'est-à-dire que en pensant, et je passe l'étape du doute, mais le doute c'est une forme de pensée, mais en pensant, je ne peux pas concomitamment être et être pensant. Voilà. Donc c'est moins un raisonnement qu'une concomitance et qu'une expérience proprement existentielle, enfin pas au sens de Sartre, mais une position dans l'être. Ça n'est pas un pur raisonnement, c'est une façon, enfin, moi, je ne sais pas comment le dire, mais il faut penser que penser et être coïncident totalement dans le cogito. Voilà, Mhm. c'est cette coïncidence-là qu'est le cogito.
Et à partir de cette première vérité qui est donc une existence, hein, Oui. c'est pas qu'une vérité, une fiction de l'esprit, c'est un être, puisque c'est ma pensée qui est. Mhm. Et bien à partir de ce premier fondement, Descartes va pouvoir démontrer l'existence de Dieu, Oui. puis après l'existence de mon corps et du monde. Et quand il aura fait tout ça, donc au terme de ses méditations métaphysiques, quand il aura fait tout ça, il sera en mesure, évidemment, de pouvoir faire des sciences en toute assurance. Euh, voilà. Mais Descartes, c'est un philosophe, comme je l'ai dit durant l'introduction, très célèbre, qui a révolutionné la philosophie. On s'imagine bien qu'il ne s'est pas contenté de parler de métaphysique. Sa pensée a aussi touché à d'autres domaines de la philosophie. Alors, quels sont les autres domaines, en fait, qu'il a aussi, sur lesquels il s'est aussi, disons, penché? Oui, alors donc s'il fait de la métaphysique, c'est parce qu'en fait, il a déjà fait des sciences auparavant Mhm. et qu'il veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonder cette capacité à faire des sciences. Et donc, alors il est connu pour avoir révolutionné l'écriture symbolique des mathématiques, c'est déjà un Mhm. premier point et ça n'est pas rien. Et puis, donc, après la métaphysique, on trouve une physique de Descartes, Mhm. qui en partie, enfin la plus grande partie est erronée, mais peu importe, le principe est que sa physique est fondée sur une métaphysique et fait système avec elle. Donc Mhm. il faut prendre le paquet en quelque sorte, il faut accepter de travailler sur des énoncés qui sont pas tout à fait, enfin dont on sait qu'ils sont faux, mais qui sont intéressants par ailleurs. Donc il y a de la physique, évidemment, il y a, il y a de la médecine, parce que les principaux disciples de Descartes, et notamment les protestants, vont être des médecins. Donc le fait de concevoir la distinction entre le corps et l'esprit lui permet de développer toute une science du corps et donc de faire de la médecine, mais également de développer une morale. Donc voilà, on a à peu près tous les domaines auxquels il voulait s'intéresser. Et à chaque fois, il est passionnant et pertinent. Et donc tous les domaines valent la peine d'être creusés. Un auteur polyvalent, effectivement. Alors, pour certaines personnes, c'est une question bien sûr que je pose habituellement à tous les invités du podcast. Quels ouvrages pouvez-vous recommander à quelqu'un qui, disons-le, aimerait se familiariser un peu avec la pensée de René Descartes? Et d'ailleurs, ces ouvrages, est-ce qu'ils sont même accessibles ou ils sont, je veux dire, accessibilité en termes de facilité de compréhension? Est-ce que ce sont des ouvrages faciles à comprendre ou ils sont difficiles? Voilà. Oui, oui, alors bah, ils sont faciles en partie parce que, contrairement à tous les traités de la scolastique, Descartes écrit en français, il écrit joliment, il écrit bien, et Mhm. il y a pas de jargon, il y a pas de, oui, il y a pas de jargon, il y a une volonté d'être le plus clair possible. En revanche, non, c'est compliqué. Il faut quand même posséder beaucoup de bases en métaphysique et puis en histoire de la philosophie, justement connaître la scolastique. Mais bon, moi, le livre que je pourrais conseiller, c'est le principe de la philosophie. Oui. Un texte qui paraît tout d'abord en latin, puis qui est traduit en 1647, pardon, Mhm. parce que c'est une somme. Il est composé de 4 livres. Le premier est consacré à la métaphysique, et ça suffit, rien que le premier suffit à avoir un aperçu de ses méditations métaphysiques, de son discours de la méthode. Donc c'est une somme que Descartes a pensée dans un premier temps sur le modèle des manuels scolaires de la scolastique. Alors, heureusement qu'il a pas suivi tout à fait cette forme-là, mais en revanche, il a gardé la partition en livre, en article, court, avec un titre. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. Et donc, évidemment, alors on n'est pas obligé de lire le deuxième livre qui porte sur la physique, Oui. ni le troisième, ni le quatrième qui porte sur les météores et la chimie, mais rien que le premier est vraiment très synthétique. Et alors, il a le défaut de la synthèse, c'est-à-dire que c'est très ramassé, Mhm. mais il a la qualité d'être assez exhaustif.
Et je pense que c'est une bonne entrée en matière. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi donc, pour faire mon cours comme base, bien que ça m'autorise justement, comme c'est un peu synthétique, justement, ça m'autorise à convoquer d'autres textes de lui. Et ça permet donc de présenter de façon ample la philosophie de Descartes. D'accord. Alors, merci à vous, Solange, une fois de plus, d'avoir accepté de discuter avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir ce personnage fascinant, polyvalent et célèbre, bien sûr, de l'histoire de la philosophie. Merci à vous. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, je vous dis à très bientôt. Nous nous donnons rendez-vous pour un nouveau podcast dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.